Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês para a última sessão, então, do colóquio sobre a epistemologia das ciências humanas, que se encerra, então, com as conferências dos professores Sérgio da Mata, da Universidade Federal de Ouro Preto, e do professor Thomas Hirsch. O professor Thomas Hirsch é mestre de conferências, pesquisador do LABEX e dos Arquivos Nacionais da França, especialista, sobretudo, em epistemologia, história das ciências e das técnicas. Lançou, agora, recentemente, o livro Le Temps des Sociétés, Durkheim a Marc Bloch. É um grande prazer recebê-lo, professor Hirsch. Eu passo, então, a palavra primeiro ao professor Marc Hirsch e, em seguida, eu passo a palavra ao professor Sérgio da Mata. Seja bem-vindo. Merci beaucoup. Allez, bienvenue. Un mot d'abord pour m'excuser de m'exprimer en français et partager mon regret que cette incapacité linguistique m'ait empêché de profiter pleinement des conférences qui ont précédé et qui ont rythmé ces 2 journées. Je voudrais aussi en préambule remercier les organisateurs de leur invitation et vous dire à quel point je suis honoré, et spécialement en cette heure, de cette occasion de continuer à nourrir les liens intellectuels et humains qui unissent si étroitement les sciences humaines françaises et brésiliennes, et je crois que ces 2 journées ont contribué à le montrer. Sciences humaines, disons-nous, l'expression elle s'impose en France assez tardivement, et précisément au cours de la période dont je vais vous parler, dans l'entre-deux-guerres, comme une expression plus moderne que celle d'humanité, pour désigner des savoirs sur l'homme qui, dorénavant, positivisme oblige en quelque sorte, se réclament d'une scientificité égale à celle des autres sciences, des sciences traditionnelles, ainsi de la sociologie, de la psychologie, de l'ethnologie au premier chef, qui toutes s'affirment comme des sciences de plein droit dans les premières décennies du XXe siècle. Une expression qui est aussi plus neutre et plus large que celle de sciences sociales, qui avait la préférence des gens dont je vais vous parler tout à l'heure. Plus neutre parce que les sciences sociales avaient déjà... Pardon. Dans le débat public, revêtait déjà une forte dimension politique. Plus large parce qu'elle permettait en outre d'inclure les humanités classiques, philosophie, langue et études littéraires. Il n'est pas anodin à cet égard que l'expression elle soit promue et institutionnalisée en France au cours des années 30 par les premières moutures du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, c'est-à-dire dans un lieu qui est structurellement dominé par les sciences dites exactes, physiques et mathématiques. Car l'adjectif humaine a, et de manière durable, je crois, un double sens. Il désigne assurément pour une part l'objet de ces sciences, les hommes, mais pourquoi alors ne dit-on pas science de l'homme, comme on le disait couramment au XIXe siècle? C'est qu'en même temps, je pense, l'adjectif les qualifie, les évalue. Ce sont des sciences humaines, c'est-à-dire seulement humaines, des sciences faillibles. Du reste, à l'origine, en français, l'expression science humaine apparaît comme opposée à celle de science divine. La science humaine, c'est par essence la science imparfaite, la science limitée. En ce sens encore, les sciences humaines sont, pour utiliser une autre bipartition qui est d'usage courant en français et qui a de quoi réjouir les amateurs d'études de genre, ce sont les sciences molles par opposition aux sciences exactes qui sont évidemment les sciences dures, les sciences masculines. Et d'ailleurs, ça se répercute sur le recrutement de manière durable en France. Les sciences humaines recrutent davantage de femmes que les sciences dites exactes. Que cette représentation, elle structure pour une part les actes et les pensées des acteurs, je n'en prendrai pour preuve qu'une anecdote significative. Le 9 mars 1945, alors que la guerre n'est pas même encore finie, dans un moment qui est celui d'une forte relance de l'idée de progrès par la science, le conseil d'administration du CNRS, qui connaît là son plus grand essor, se réunit pour traiter, entre autres, de la question des locaux des laboratoires, de l'institution, les terrains à acheter, les bâtiments qu'il faut construire pour développer la recherche scientifique, etc. Et pas un mot au cours de cette réunion n'est dit sur les sciences humaines. Mario Roch, qui est un linguiste et philologue, qui est le seul représentant des sciences humaines au conseil d'administration, prend alors la parole. Je le cite, et vous l'avez sur l'écran. « Tout de même, affirme-t-il, je voudrais qu'on n'oublie pas qu'à la recherche scientifique, il y a quelque chose qui s'appelle les sciences humaines. Puisque nous sommes en train de bâtir ou de loger les gens, pourquoi pourrait-on songer à nous loger nous-mêmes ?
et Roch de rappeler ensuite les conditions misérables des quelques services existants de sciences humaines en France. Et la réponse de Frédéric Joliot-Curie, qui est le physicien qui préside alors le CNRS, est des plus nettes. Nous sommes obligés de définir des priorités tout en souffrant de ne pas pouvoir faire évidemment tout sur le même plan et uniformément, dit-il. Alors je crois que pour les sciences humaines, il faut faire un très grand effort, mais en même temps veiller, à ce qu'ils ne s'introduisent pas, par des limites qui sont difficiles à définir vraiment, des travaux de caractère littéraire et dans lesquels il n'y a pas réellement d'esprit scientifique. Je crois qu'il faut, pour la direction, faire un petit freinage et dire « attention », que l'on n'aille pas, par degrés insensibles, finalement arriver à subventionner des romans. Car c'est bien pour les sciences de la nature, les sciences réelles, dit-il parfois, que le centre a été créé, opposant un dernier ressort, un nous les scientifiques, aux représentants des sciences humaines. Il se trouve du reste, et j'en finirai là avec l'anecdote, que un des tout premiers, sinon le premier chercheur qui a fait toute sa carrière au CNRS en France, à partir des premières moutures du CNRS du début des années 30, est un élève de Marcel Mauss, un ethnologue, secrétaire archiviste de la mission Dakar-Djibouti, Michel Léris, qui se trouve être beaucoup plus connu pour sa carrière littéraire que pour son apport aux sciences humaines. C'est toute l'ironie de l'histoire, évidemment. Pourquoi ce détour par l'expression de sciences humaines avant d'en venir à mon propos plus spécifique sur le temps? Pour rappeler d'abord que cette illégitimité relative des sciences humaines, qui est constitutive, je pense, des sciences humaines, elle se transpose dans le domaine de leur histoire ou de leur philosophie. Et si l'histoire et la philosophie des sciences sont relativement institutionnalisées, constituent au moins un domaine organisé et reconnu, celle des sciences humaines demeure en revanche peu institutionnalisée et fragmentée. Pour indiquer ensuite qu'en matière de sciences humaines, les questions historiques, comme celles qui porteraient sur l'institutionnalisation ou le financement, sont aussi des questions qui mettent en jeu leur épistémologie, on le voit, et qu'en ce sens, histoire et philosophie des sciences se trouvent ici particulièrement imbriquées. J'ajoute en retour, et j'essaierai de le montrer, que les questions peut-être plus proprement épistémologiques, par exemple autour de l'émergence de certaines notions, de certains concepts, et ainsi de la notion de temps social, sont aussi des questions d'histoire, en ceci qu'elles peuvent difficilement être coupées de discussions, de pratiques et de croyances historiquement situées. Pour souligner enfin qu'en dépit des différences nombreuses entre les sciences humaines sur lesquelles on porte ordinairement l'accent, car faire l'histoire ou la philosophie des sciences humaines, c'est surtout aujourd'hui faire l'histoire et la philosophie de la sociologie d'une part, de l'ethnologie d'autre part, etc. Il y a tout de même une unité, un lieu des sciences humaines en tant que tel, qui compose, pour reprendre et étendre l'expression de Wolf Le Pénise, qui compose ensemble une troisième culture. Une culture qui occupe un espace incertain, aux frontières poreuses et mouvantes, entre les sciences et la littérature. Une culture qui est partagée pour cette raison aussi dans la manière de penser son efficience sociale et politique, avec d'un côté un pôle qui représente une efficacité proprement scientifique et politique. Ainsi, par exemple, en réaction aux propos de Joliot-Curie, Marcel Cohen, qui occupait un rôle important aux sciences humaines au CNRS, va mobiliser les différents acteurs pour faire une liste de tout ce que les sciences humaines peuvent apporter directement au pouvoir politique, en disant que l'ethnologie va pouvoir améliorer la gestion coloniale, etc., etc. Et il y a tout un autre pôle, qui est un pôle, pour penser cette efficience, plus spirituel, c'est ce que j'ai écrit, on peut dire moral aussi, en un sens, ou de prestige. Et c'est comme ça que Mario Roch, lui, justifiait le CNRS, au sein du CNRS les sciences humaines, en disant que c'était une part essentielle pour l'influence de la France à l'international, au même titre en fait que la littérature. Pour toutes ces raisons, en tout cas, c'est une culture instable, fragile, dont la légitimité est sans cesse remise en cause, avec plus ou moins de virulence et de violence, une culture au fond dont la légitimité est toujours à refaire. Or, c'est bien cette volonté de travailler sur les sciences humaines en tant que telles, dans une démarche qui conjoignait en quelque mesure histoire et philosophie, qui présidait à l'enquête dont je vais finalement vous parler. Elle vise à retracer l'histoire de l'idée de temps social, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les représentations du temps varient selon la société ou le groupe social auquel tel ou tel individu appartient. Une histoire de cette idée, donc, dans les sciences de l'homme en France entre 1900 et 1945. L'intérêt d'une telle enquête, elle tient à mes yeux à ce que cette idée précise et comme telle étudiable, je crois, dans un espace donné,
peut avoir un effet de levier dans la mesure où elle articule deux dimensions cruciales du discours des sciences sociales ou des sciences humaines. Elle représente d'une part une affirmation forte d'une conception sociologique des individus, jusque dans la manière dont ils perçoivent le temps, c'est-à-dire ce qui a longtemps été considéré par la philosophie comme un universel, soit objectif, soit subjectif. Les individus dépendent en réalité de la société ou du groupe social auquel ils appartiennent. Et de ce point de vue, l'histoire de cette idée permet de suivre les voies par lesquelles, à partir de la fin du XIXe siècle, un certain nombre de savoirs sur l'homme vont s'affirmer comme des sciences sociales. D'autre part, affirmer le caractère social et en ce sens relatif du temps suppose au moins sur le plan logique une forme de prise de distance vis-à-vis d'une pensée objective, unilinéaire du temps historique, et en l'espèce vis-à-vis de la pensée maximaliste du progrès telle qu'elle a dominé en partie au XIXe siècle, non sans contestation, bien sûr. En ce sens, l'idée me permet, je crois, d'interroger les rapports que les sciences sociales entretiennent avec ce qui est très tôt étiqueté comme une crise du progrès, affirmée comme telle dès la fin du XIXe siècle, qui va marquer de son empreinte le XXe, et dans laquelle nous sommes, en un sens, toujours plongés. J'ajoute que quand j'ai entamé cette recherche, les travaux existants sur la question présentaient une forme de hiatus, puisque la plupart d'entre eux dataient le développement de cette idée de temps social dans l'après-1945, en trouvant le point de départ, soit chez Lévi-Strauss dans l'opposition entre société chaude et société froide, soit chez Fernand Braudel, encore un Brésilien des sciences sociales françaises, dans la distinction entre les trois durées, la deuxième étant un temps social, soit encore chez le sociologue Georges Gurvitch, attentif à la multiplicité des temps sociaux. D'un autre côté, j'avais comme seule autre borne un article de François-André Isambert, sociologue des religions, qui attirait pour sa part l'attention sur la sociologie du temps d'Henri Hubert, camarade et jumeau de travail de Marcel Mauss, qui affirmait en 1901 dans l'année sociologique « Le temps est un objet de représentation collective ». Le projet était donc en quelque sorte de combler cet écart entre 1901 et les années 50, entre Hubert et Braudel, Mauss et Lévi-Strauss, avec dès le départ, vous le voyez, la promesse d'une circulation entre sociologie, anthropologie et histoire. Par le prisme d'une idée précise, celle de temps social, il s'agissait par conséquent d'engager un parcours plus large dans l'histoire des sciences de l'homme en France entre 1900 et 1945, en incluant aussi, ce que je ne mesurais pas forcément à ce point au départ, la philosophie et la psychologie. J'ajoute que l'ambition était aussi de développer une approche résolument historique, et en ce sens concrète, d'un contenu théorique abstrait, d'observer dans le détail des pratiques savantes et des débats théoriques qui les animent, la manière dont un nouvel objet émergeait au sein des sciences de l'homme, et travailler ainsi, pour reprendre une jolie expression de Jean-Claude Perrault que j'apprécie, à une histoire concrète de l'abstraction. Je vous propose à présent d'entrer dans le vif du sujet en faisant ressortir quelques traits de ce parcours en 3 étapes pour marquer les relations complexes entre temps social et progrès. Je me permettrai ensuite de dégager de cette expérience de recherche située quelques remarques plus générales sur l'histoire et la philosophie des sciences de l'homme que je soumettrai à votre sagacité. Donc, le premier volet de cette enquête s'attache à rendre compte de l'émergence de cette idée nouvelle et de ses premières théorisations rigoureuses dans le cadre de la sociologie religieuse durkheimienne, couronnée en 1912 par les formes élémentaires de la vie religieuse, qui théorise le temps comme une catégorie sociale de la raison. Il s'agit pour une part de restituer les multiples dimensions de la crise fin de siècle en France, marquée par une crise économique, labellisée Grande Dépression, par la montée de nouvelles formes de contestation politique, avec, entre la crise boulangiste et l'affaire Dreyfus, la montée du socialisme, et par le sentiment diffus mais partagé d'une crise des sciences et du progrès. Le progrès, pour reprendre une expression de Célestin Bouglet et de Dominique Parodi, tous les deux philosophes de formation et qui participent à l'année sociologique, le progrès, c'est la foi de nos pères. Et le premier de préciser, longtemps nous avons pu croire, comme l'ont cru nos pères, que le progrès de la civilisation matérielle entraînerait fatalement celui de la civilisation spirituelle, que le perfectionnement des hommes marcherait nécessairement de pair avec le perfectionnement des choses. L'expérience, et il souligne l'expression, l'expérience du siècle dément cette illusion. Les universitaires qui,
dans un contexte de réforme scientifique de l'université, s'attachent pour la plupart à répondre à cette crise, n'en reconnaissent pas moins l'emprise grandissante du temps sur les choses humaines, même les connaissances qui semblaient les plus établies, ainsi en particulier des connaissances mathématiques, même la raison paraissent à leur tour relatives, prises dans le temps. Ils s'accordent aussi à considérer qu'il est impossible dorénavant d'enfermer le tout de l'histoire dans une formule, comme parmi d'autres la loi des 3 États chez Auguste Comte. Notons encore que de ce sentiment partagé de crise résulte un certain renouveau religieux, une réaffirmation des droits de la métaphysique, mais aussi l'idée qu'il est nécessaire, pour comprendre et orienter le devenir des sociétés, de leur consacrer une ou des sciences spécifiques. Et la dernière décennie du XIXe siècle est en France, mais dans tous les pays occidentaux, celle d'une véritable effervescence, dénoncée par certains comme une mode, des sciences sociales et de la sociologie. C'est la tarte à la crème de toutes les réunions mondaines, de tous les discours, de tous les journaux, note par exemple l'historien moderniste Henry Hauser, et nul n'a d'esprit s'il n'est sociologue. Institutions, livres, revues se multiplient. Il ne se passe guère de semaines sans que paraissent quelques nouveaux livres de sociologie, note par exemple Lucien Lévy-Bruhl dès 1895. Et de fait, on commence seulement aujourd'hui à prendre la mesure de l'extrême diversité des mobilisations du terme de sociologie, bien au-delà du périmètre des institutions scientifiques, et notamment par l'ensemble du spectre politique, y compris l'Action française, le mouvement d'extrême droite qui se réclame d'une sociologie, comme par divers courants religieux. Ce sont aussi en France les belles heures de ce qu'on appelle la sociologie catholique. Le mot de sociologie est un mot magique, note en ce sens Henri Hubert, un mot magique qui a déjà trop fait de magicien. Et tout l'enjeu finalement de l'affirmation durkheimienne va être de trancher par rapport à cette mode. Et sur cette base, donc, le deuxième enjeu de l'enquête est de restituer la dynamique de la recherche qui aboutit aux formes élémentaires de la vie religieuse, en partant des règles de la méthode sociologique, ce volume par lequel Durkheim se posait en 1895 en Nouveau Descartes, jusqu'au travail commun sur la sociologie religieuse entrepris avec Marcel Mauss, ce qui était son neveu, je le rappelle, et Henri Hubert, qui composait à eux trois ce que Célestin Bouglet appelait le clan tabou totem, ou encore les fanatiques du Parti sociologique unifié. Et en particulier, si vous voulez, le travail, par distinction avec les recherches généalogiques faites par les sociologues sur l'origine de leur discipline, etc., qui établissent le portrait d'un fondateur, tout ça, il consiste ici plutôt à faire ressortir les différents débats dans lesquels l'élaboration sociologique du temps se trouve prise. Le débat sur la définition et l'ambition de la sociologie, qu'on peut résumer par cette question pour Durkheim au moins, qu'est-ce que la sociologie sociologique ? Le débat sur la constitution sociale du psychisme, à quel point un individu est-il constitué par la société à laquelle il appartient. Le débat sur la portée théorique de l'histoire, est-il possible de dégager des lois du devenir. Le débat enfin sur la manière de penser la raison dès lors qu'elle paraît à son tour prise dans le temps, prise dans l'histoire, qui est une controverse qui est polarisée en France par la philosophie bergsonienne, mais qui met en jeu aussi toutes les élaborations autour des sociétés primitives, comprises comme des sociétés placées au début de l'histoire, qui donnent à voir l'émergence, le début de l'histoire de la pensée. L'examen de la théorisation durkheimienne du temps comme catégorie fait de la sorte apparaître une tension constitutive de sa sociologie, je crois. Elle s'enracine assurément pour une part dans un principe relativiste. Le social, c'est non ce qui est permanent et universel, mais ce qui change d'une société à l'autre et au sein d'une même société à travers les âges, pour reprendre une définition de Mauss, et représente à ce titre une consécration de l'histoire. Tout ce qui est dans l'homme a été fait par l'humanité au cours du temps, affirme Durkheim dans son cours sur le pragmatisme, qui est une formule dont on ne trouve pas vraiment d'équivalent en termes de poussée de l'histoire comme milieu naturel et mode d'intelligibilité des choses humaines. En ce sens, affirmer le caractère sociologique du temps, c'est bien reconnaître une diversité de faits et de droits des représentations du temps. Il n'en demeure pas moins que tout le prix de la sociologie pour Durkheim tient à ce qui la sépare d'une philosophie relativiste. Sa portée théorique finale repose en effet sur la conviction qu'il est possible de remettre en ordre cette diversité des hommes et des sociétés dans une histoire à laquelle il assigne un début, les sociétés primitives, une fin
les sociétés occidentales modernes et une logique que mettraient en évidence des lois de l'histoire. C'est en cela que la théorie de la raison est refondatrice. Il ne s'agit pas seulement d'indiquer que les catégories de l'esprit humain, dont le temps, varient selon les sociétés. Il s'agit aussi de faire des catégories actuelles le résultat de l'histoire, le résumé de, je le cite, tout ce que la collectivité a accumulé de sagesse et de science au cours des siècles. À ce titre, le projet durkheimien, qui est une synthèse de principes qui peuvent nous paraître contradictoires sur le plan logique, est très bien qualifié à ce moment-là, notamment par Célestin Bouglet qui propose d'y voir un évolutionnisme relativiste, ou par André Lalande qui parle, lui, d'une synthèse entre le positivisme et l'historisme. Il développe, quoi qu'il en soit, ce faisant, une conception du social qui s'oppose à celle qui est alors la plus commune et à celle qui reste encore aujourd'hui la plus commune, on pourrait dire, selon laquelle le social est quelque chose qui est secondaire par rapport à l'individuel, qui a un rôle passif de conservation ou négatif de dévoiement de la raison individuelle, comme si l'individu était recouvert en quelque sorte par une croûte et que cette croûte, ce serait le social, avec sa vraie individualité qui serait en dessous, ce qu'on trouve parfaitement thématisé à l'époque chez Bergson, par exemple. Ici, au contraire, on le voit bien, chez Durkheim, le social est premier, c'est ce qui conditionne l'individu. Il est actif, au sens où il est créateur, et il est positif. Le social, c'est ce qu'il y a de meilleur en nous, tout ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Il permet d'embrasser la diversité des formes humaines, la diversité des sociétés, mais sa portée finale tient à ce qu'elle permet de mettre en ordre cette diversité, de lui donner sens et cohérence. En un sens, si vous voulez, le caractère contre-intuitif de ce projet aujourd'hui, il tient à ce qu'il procède à une systématisation du social comme mode d'intelligibilité, dont nous sommes à bien des égards les héritiers aujourd'hui encore. En revanche, il le fait pour des raisons qui nous sont totalement étrangères aujourd'hui, parce qu'elle est complètement aimantée par une pensée du progrès et l'idée de refonder un ordre des temps. S'il s'enracine dans la crise du progrès, la crise de la raison fin de siècle, le projet durkheimien se pense comme une réponse à cette crise, une nouvelle théorie scientifique de l'homme et de l'histoire qui recouvre philosophie, psychologie, ethnographie, histoire, géographie même, une théorie qui satisfait, selon l'expression de Durkheim, aux exigences modernes de la pensée. J'ajoute que cette science nouvelle est par ailleurs investie, comme la plupart des savoirs et des philosophies d'alors, d'une portée performative. Faire science des sociétés et de leur histoire, c'est refonder le progrès en raison, c'est se donner les moyens d'orienter rationnellement le devenir des sociétés. Et c'est pour cela, selon le mot fameux, que la sociologie mérite pour Durkheim bien une heure de peine. Seulement, cette conciliation des contraires, à laquelle même les contempteurs de la sociologie reconnaissent une forme de force ou de beauté philosophique, est pour cette même raison assez fragile. Elle témoigne d'une croyance dans l'histoire et dans le progrès, dont on voit mal comment elle pourrait ne pas être mise à mal par la suite du siècle, la Première Guerre mondiale d'abord, puis la montée des fascismes dans l'entre-deux-guerres. Le deuxième volet de cette enquête resserre donc l'angle de vue autour des trois sociologues, Lucien Lévy-Bruhl, Marcel Granet et Maurice Halbwachs, qui ont le plus écrit sur le temps d'un point de vue sociologique, en s'attachant à scruter le devenir de ce composé durkheimien. Je ne vais dire ici un mot que du premier, que de Lucien Lévy-Bruhl. J'avais prévu de dire un mot de Maurice Halbwachs aussi, mais je serais trop long. Et je suis tout à fait disposé à vous parler de Marcel Granet ensuite, si vous le souhaitez. Les travaux de Lucien Lévy-Bruhl constituent sans doute le cas le plus net de cette transformation, de tout ce mouvement de transformation, parce qu'il est sensible au sein d'une seule et même œuvre consacrée à l'exploration sans cesse relancée pendant plus de 35 ans de ce qu'il appelle la mentalité primitive. On observe en effet dans ce travail, qui connaît alors une très large audience en France, mais aussi à l'international et ici au Brésil, un déplacement parallèle entre les manières de penser un temps propre à la mentalité primitive et la manière de situer les primitifs dans le temps, dans l'histoire. Je ne vais évoquer que les deux extrêmes d'un arc qui en fait continue. Le principe avec Lévy-Bruhl, c'est qu'on a tendance à penser que tous ces livres sont une espèce de déclinaison d'une thèse qui serait établie dès le départ. En réalité, chacun de ces livres, et il y en a 7 en tout sur la mentalité primitive, chacun de ces livres est une reprise
du même questionnement, et d'un livre à l'autre, il y a toujours des décalages qui s'observent. Donc là, je prends juste, en fait, quasiment le premier et quasiment le dernier. Donc, en 1909-1910, dans Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, qui était un livre en quelque mesure concurrent des formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim, Lévi-Bruhl commence par théoriser une forme de carence de l'idée de temps dans la mentalité primitive, à tout le moins d'une indifférence au temps, qui serait corollaire à leur indifférence à la causalité, et ce, dans le cadre d'une enquête qui est très clairement polarisée par notre mentalité, qui est conçue comme le terme logique de l'évolution des sociétés et de la pensée. Le temps, ici, n'est social en quelque sorte que par défaut. Dans certaines sociétés, il n'y aurait pas de représentation du temps, tandis que l'évolution de la pensée est ramenée via des transformations sociales, surtout à un effort de pensée individuel. En fait, c'est l'affaiblissement des représentations collectives, des préliaisons sociales, qui permettrait à un individu de porter son attention sur les rapports réels entre les choses, et donc de développer la part logique de l'esprit qu'il y a en tout esprit humain. Donc c'est avant tout l'individu qui fait effort. En d'autres termes, à ce premier stade de sa pensée, la singularité que Lévi-Bruhl s'attache à expliquer, c'est celle des sociétés primitives, qui sont envisagées comme... Il s'agit en quelque sorte d'expliquer rationnellement l'observation de modes de pensée totalement étrangers aux nôtres, si différents d'une logique qui paraît, elle, aller de soi. Je lève tout de suite, je m'écarte un moment du texte, la phrase était trop longue, je lève tout de suite une ambiguïté. Chez Lévi-Bruhl, il est entendu dès le départ que la mentalité primitive et la mentalité logique existent dans toute société et dans tout esprit, avec une prévalence qui varie. C'est même ce qui fait pour lui l'intérêt de son enquête, puisque la finalité philosophique de son enquête, c'est de disqualifier toutes les critiques de la raison, et en particulier de disqualifier Bergson comme une forme de reliquat de mentalité primitive dans la société occidentale. Donc dès le départ, il y a bien cette tension. Si on passe maintenant à 1935, 25 ans plus tard, dans la mythologie primitive, sa conception s'est modifiée sur ces deux plans, aussi bien dans la manière de théoriser le rapport au temps des primitifs, des sociétés primitives, que dans la manière de les situer dans l'histoire. D'une part, par l'analyse des mythes et de la mythologie primitive, il présente le rapport au temps dans les sociétés primitives, non plus sur le mode du défaut, comme une carence, mais au contraire comme un système pleinement opératoire, cohérent, qui est antithétique à celui de la pensée historique, mais non moins opératoire. Les mythes, en tant que noyau de ce que la société révère comme sacré, expliquent à ses yeux à la fois la prédominance du passé et une capacité néanmoins à assimiler des transformations sociales, à assimiler du nouveau, en les projetant aussitôt dans le passé mythique. Au fond, la société froide de Lévi-Strauss, à ce moment-là, n'est pas loin du tout. De négative, la différence, en un sens, est devenue positive. Et parallèlement, le statut historique des sociétés primitives se trouve inversé, puisque dorénavant, pour Lévi-Bruhl, la singularité qu'il s'agit d'expliquer, ce n'est plus la société primitive elle-même, mais c'est, au contraire, les sociétés occidentales. Lévi-Bruhl invite en effet à scruter l'histoire de notre propre assiette mentale, beaucoup plus singulière et fragile qu'il ne l'envisageait d'abord. Elle ne s'est établie que dans quelques sociétés, elle leur a coûté des siècles d'efforts, et là même, il s'en faut beaucoup pour qu'elle soit universelle ou inébranlable. Loin d'être un progrès linéaire, automatique, uniforme, logique, c'est une histoire que celle de la pensée, une histoire qui traverse plusieurs civilisations et composée d'arrêts, de progrès, certes, mais aussi de régression. Cette transformation est enfin généralisée dans ces carnets édités de manière posthume, qui renversent l'interrogation. L'enjeu n'est plus d'expliquer comment s'établissent et se fondent des préliaisons sociales, c'est au contraire de se demander comment, en certains lieux et à certains moments, elles se sont peu à peu effacées, sans jamais cesser d'affleurer néanmoins à la surface, ce à quoi il est particulièrement sensible dans le contexte de l'Europe des années 30. Je passe tout de suite donc au troisième volet. Et pour les réflexions plus générales, on pourra voir ça dans la discussion. Puisque la sociologie n'est pas en France une discipline au début du siècle, et elle ne va le devenir qu'à partir de la fin des années 50, il aurait été absurde de se tenir ici au sociologue durkheimien,
D'autant que le projet durkheimien lui-même est bien un projet d'ensemble d'affirmation de la science sociale qui recouvrerait histoire, je l'ai dit, psychologie, philosophie, etc. Donc le troisième volet de cette enquête s'attache à observer la diffusion, la réception et les reprises des conceptions sociologiques du temps dans d'autres espaces savants, et en particulier dans la psychologie, avec les multiples tentatives d'établissement d'une psychologie collective, dans l'ethnologie et dans l'histoire. Je vais m'arrêter ici brièvement sur ces deux sciences, puis je conclurai. L'enjeu dans chaque cas est de rendre compte de ces disséminations en documentant de manière très concrète les liens intellectuels et humains entre des travaux différents, en interrogeant dans le détail continuité et discontinuité, ce qui revient aussi en l'occurrence à s'affronter à ce qu'on pourrait appeler deux totems historiographiques, qui sont d'une part l'élection de Marcel Mauss en père fondateur de l'ethnologie française, et d'autre part le récit héroïque d'une rénovation de la science historique par l'éclosion de ce qu'on appelle l'école des annales. D'un côté, donc, il s'agit de restituer le rôle des durkheimiens dans la reconfiguration des sciences anthropologiques, comme d'appréhender, par l'examen du cours de Marcel Mauss en particulier, destiné aux jeunes ethnographes, les modalités de transmission de ce que les héritiers de Durkheim appelaient le sens du social. De l'autre, l'enjeu est d'interroger plus largement les transformations du discours historique et du discours des historiens en France au cours des premières décennies du siècle, de montrer l'intérêt marqué de l'ensemble de la scène historique en réalité pour les dimensions économiques et sociales des sociétés, le souci partagé aussi d'intégrer les apports de la sociologie à la réflexion historienne, de sorte que Lucien Febvre et Marc Bloch, parmi d'autres historiens, transcrivent en réalité dans leurs livres salués par la critique et salués par les autres historiens des aspirations communes. Sur cette base, il est ensuite possible d'envisager de quelle manière certains travaux ethnologiques des années 30, et en particulier ceux de Maurice Lénart et de Jacques Soustelle, reprennent non sans infléchissement le questionnaire durkheimien. On pourra s'y arrêter si vous le souhaitez. Et de l'autre, j'essaye de montrer la manière dont, dans la société féodale de Marc Bloch en 1940 et dans le problème de l'incroyance au XVIe siècle de Lucien Febvre, eux aussi intègrent cette idée d'une représentation sociale du temps qu'ils essayent d'élaborer de leur propre manière en historien, en intégrant l'apport des sociologues durkheimiens, tout en étant défiants vis-à-vis de leur schématisme historique et du composé évolutionniste chez Durkheim. Je passe sur un certain nombre de choses, simplement pour le dire très vite. Entre 1900 et 1945, au fond, ce qu'on observe, c'est à partir de ce composé entre relativisme et évolutionnisme, de plus en plus une mise en cause de la pensée du progrès, et du coup, le social va devenir de plus en plus un moyen de donner sens à la diversité dans l'histoire, et non pas de refonder un ordre, au fond, si je veux le formuler de manière très, très rapide. Or, cette transformation, elle est inséparable des transformations politiques des sociétés européennes au cours de cette période. Pas tant de la Première Guerre mondiale, parce qu'en fait, la Première Guerre mondiale, ce qu'on observe quand on lit les écrits de ces savants, c'est qu'elle aboutit à une forme de relance du progrès, mais plutôt ce que Marcel Mauss appelait le cauchemar de l'entre-deux-guerres, à savoir la montée du fascisme en Italie, la persistance de ce qu'ils appelaient l'expérience bolchevique, qui est très différente du socialisme qu'ils imaginaient en URSS, enfin et surtout le développement du nazisme, qui mettent complètement en cause leur pensée de l'histoire, au sens où d'un coup, la démocratie, et en particulier la démocratie française, qui leur semblait être en quelque sorte le télos de l'histoire, leur apparaît comme quelque chose qui est potentiellement déjà dépassé, et que peut-être la figure de l'avenir, ce ne sont pas les régimes démocratiques, mais les régimes autoritaires qu'ils voient fleurir autour d'eux. Je conclus peut-être un tout petit peu plus largement sur l'histoire des sciences humaines. J'essaie de vous retrouver les éléments, pardon, vous m'excusez. J'ai été encore plus schématique que je l'imaginais, j'avais beaucoup trop prévu, je suis désolé. Je veux juste dégager 3 enseignements de manière très comme ça, comme des propositions, et vous en verrez ce que vous en faites. La première chose, je crois, c'est que l'histoire des sciences humaines, même sur des sujets qui peuvent paraître aussi rebattus que Durkheim, Mauss, Halbwachs, des personnages comme ça qui sont célébrés, réédités depuis 100 ans, l'histoire des sciences humaines, en réalité, elle est très largement à faire
parce qu'il y a énormément de matériaux qui n'ont pas été utilisés, de matériaux archivistiques, d'imprimés aussi. Or, les possibilités aujourd'hui, notamment de consultation des revues, etc., par Internet, nous permettent de reconstituer des débats et de redonner une historicité, au fond, aux propositions intellectuelles, beaucoup plus facilement que ce n'était le cas par le passé. Et de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup à faire pour procéder à cette histoire des sciences humaines. Le deuxième enseignement, peut-être, c'est que cette approche, elle ne doit pas, je crois, être disciplinaire, contrairement à ce qui a été fait essentiellement jusqu'à présent, parce qu'au fond, les scènes intellectuelles sont rarement organisées de manière disciplinaire, et en tout cas, ce n'est pas du tout le cas pour la France de la première moitié du XXe siècle, où il n'y a au fond que 2 disciplines en sciences humaines, la philosophie et l'histoire, et toutes les autres sont des projets d'établissement d'une science humaine dominante, ainsi de la sociologie durkheimienne, ainsi de la psychologie collective que porte Charles Blondel, etc. Ce qui fait qu'au fond, tous ces savants, qu'ils soient psychologues, philosophes, ethnologues, géographes, ils se lisent les uns les autres, ils se positionnent les uns par rapport aux autres, et à découper disciplinairement le passé, on se prive de la compréhension de ces discussions et de ces débats. C'est très vrai, par exemple, c'est ce que j'avais prévu de développer, je ne le fais pas, autour de la mémoire collective, où si vous voulez, la remobilisation de la notion de mémoire collective à la fin du XXe siècle a fait qu'on a élu Maurice Halbwachs comme un fondateur des études sur la mémoire collective, en disant qu'il était en avance sur son temps et qu'il était complètement déconnecté des enjeux de son époque. En réalité, on voit, quand on se plonge dans les textes, qu'il était dans un débat intense avec à la fois des philosophes, des psychologues, que sa théorisation de la mémoire collective, elle a servi à Mauss pour former les jeunes ethnographes, qu'elle est reprise par Marc Bloch dans sa théorisation de la société féodale. Enfin voilà, qu'il y a une circulation très forte qui s'observe comme ça. Enfin, le dernier élément sur lequel je voulais porter l'accent, c'était sur la dimension proprement politique de ces sciences humaines, qui est aussi une dimension constitutive, je crois. Elles sont politiques en 3 sens. Je vous retrouve l'écran quand même, voilà. Politique en ceci qu'elles se donnent souvent une finalité politique. Les sciences de la société se sont affirmées comme des sciences pour la société, susceptibles d'apporter quelque chose par leur travail à la société. Elles sont politiques en un deuxième sens qui tient à ce qu'elles sont l'objet de politique. Et on est bien placé aujourd'hui pour voir que la manière, les politiques qui sont menées vis-à-vis des sciences humaines conditionnent le type de recherche qu'on est capable de développer ou pas, le type de questionnement qu'il est possible de mener ou non. Et elles sont politiques encore dans un troisième sens, qui tient à ce qu'elles se trouvent immergées dans la société et particulièrement en prise avec cet ancrage par le fait qu'elles portent elles-mêmes sur la société. Elles sont prises au carré dans la société. Et en particulier, on a vu, et je crois que c'est ce que montrait cette enquête sur le temps social, que les transformations des sociétés européennes dans l'entre-deux-guerres ont radicalement transformé le regard qu'ils pouvaient porter sur l'ensemble de l'histoire et sur l'ensemble de la diversité des sociétés. Or, les récits disciplinaires, je finirai là-dessus, qui tiennent communément lieu d'histoire des sciences humaines, elles s'attachent le plus souvent, de manière consciente ou non, à épurer les sciences humaines de ces dimensions sociales et politiques pour en présenter le développement comme un essor logique aussi autonome que possible, en fonction d'un modèle d'ailleurs assez idéalisé et naïf de ce que seraient les sciences exactes. Et de ce point de vue, il me semble qu'un des rôles d'une histoire ou d'une philosophie qui envisage les sciences humaines en tant que telles, d'un même tenant, serait au contraire d'embrasser cette impureté constitutive qui est, pour reprendre le mot de Pascal qu'affectionnait Durkheim, à la fois leur misère, mais aussi leur grandeur. Et c'est cette incertitude sur leur périmètre, cette inquiétude sur la validité des incidences sociales de ces sciences humaines, troisième culture située entre sciences et littérature, à la légitimité sans cesse contestée, sont aussi, je crois, ce qui fait la portée heuristique des enquêtes qui peuvent leur être consacrées. Voilà, en m'excusant d'avoir été trop long et en vous remerciant pour votre attention. Merci beaucoup, Thomas Hirsch, pour cet exposé. Même avec les temps un peu réduits, vous avez très bien réussi à nous faire un bel exposé. Je pense qu'il était très clair. Merci beaucoup. Professor Sérgio da Mata, que certamente já é conhecido, bastante conhecido de todos vocês, tem uma série de artigos
e trabalhos publicados em revistas, em livros. Eu vou mencionar só o último, não é? Que, bom, eu imagino que seja o último, o capítulo do livro organizado pelo professor Mauro Salomão, As Heterocronias, o livro sobre a multiplicidade temporal. Bom, eu agradeço vivamente a presença do professor Sérgio da Mata aqui entre nós e passo imediatamente a palavra a ele. Obrigado. Obrigado, Fábio. Bom, eu vou fazer uma rápida introdução. Só colocar o relógio aqui para funcionar. Queria agradecer, antes de tudo, claro, ao convite dos colegas aqui da Federal de Goiás, na pessoa do Marlon, do Tiago e de outros colegas, né, queridos aqui do departamento, o Serginho, o Ulisses. O trabalho que tem sido feito aqui realmente é extraordinário e, para mim, tem um motivo adicional, talvez seja o único departamento de história no Brasil em que Weber tem cidadania plena, né, como um clássico das humanidades, em que ele é lido, estudado. Isso não acontece em outros lugares. Na minha própria universidade, Max Weber soa como um resíduo do século XIX, né, que indevidamente entrou no século XX. E o que eu quero apresentar para vocês, né, é um resultado de alguns trabalhos que eu tenho feito desde que publiquei meu livro sobre Weber em 2013. Né. I'd like to apologize for reading and talking in my own English. A minha perspectiva aqui, né, eu queria usar rapidamente uma expressão que foi usada pela professora Marcela hoje cedo, que me chamou a atenção, que talvez me sugere uma possível ponte com a minha exposição. A senhora citou um autor chamado Braunstein, em que ele dizia que a premissa da epistemologia histórica seria, um dos projetos dela seria o ponto de vista de uma história da racionalidade. Para ouvidos weberianos, isso soa familiar, né? Se nós pensarmos que o grande projeto científico de Weber termina, em grande medida, com uma história da racionalidade ocidental, do grande processo de racionalização, né? Me parece que, numa longuíssima duração, né, Weber poderia ser visto aí como um companheiro de viagem dos colegas que se dedicam à epistemologia histórica, e, em especial, nos seus estudos metodológicos, né, num livro que saiu em português com um título muito infeliz, mas também assim nos Estados Unidos, Metodologia das Ciências Sociais, né. Então, sobretudo aqueles dois primeiros ensaios, né, sobre Rocha e Knies, me parecem, né, se aproximar, de alguma maneira, do que vocês têm feito, né, nas áreas específicas de vocês. Mas é algo ainda a conferir, e meu tema aqui, evidentemente, não é esse. Eu quero, em especial, explorar um conceito de Weber que é definidor, que é central no trabalho dele, que é o conceito de ciência da realidade. Em que medida esse conceito continua interessante para nós, em que medida ele merece ser criticado, né? Eu estudo Weber, mas eu não sou um cultor de Weber, né? Então, acho que eu gostaria de deixar isso desde já muito claro. A minha apresentação ela vai se dividir em 3 partes, né? Na primeira, eu vou falar rapidamente do conceito de realidade em Weber, a partir de Blumenberg, e de que maneira a concepção de Weber é profundamente devedora da tradição historicista, sobretudo Wilhelm von Humboldt e Rickert, que foi um dos grandes nomes do pensamento neocantiano. Então, diferentemente do caso francês, na Alemanha, a ascendência do pensamento das ciências sociais no início do século XX é profundamente vinculada à história, né? No segundo momento, vou falar desses limites, vou fazer uma crítica a essa... Mas há alguns elementos que se encontram em Weber, não são estruturantes do pensamento dele, mas, até agora, me parece, no exterior não se fez isso, não se coligiu aqueles momentos em que Weber faz coisas que, ao meu ver, contradizem as próprias premissas do trabalho dele. E, no terceiro momento,
que é um pouco anômalo para quem estuda Weber, mas é tentar mostrar em que medida Weber dialogou também com as ciências da natureza, não é? Sobretudo com essas três que eu enumerei, a psicologia e a psicofísica, a geografia e a entomologia, não é? Isso é curioso. Bom, vamos lá, então. Desculpem, tem que ligar o Kindle. Eu passo a leitura. Max Weber via a ciência não propriamente como um destino moderno, mas como uma escolha. Quem escolhe o caminho da ciência deve ter clareza de que nada ali substitui o trabalho duro, embora as contingências sejam inevitáveis. Acima de tudo, é preciso levar em conta os limites da ciência. A responsabilidade é um imperativo não apenas para o político, mas igualmente para o cientista. Numa palavra, para Weber, o exercício da ciência se relaciona estreitamente com o senso de realidade. Se ele diz, em seu famoso artigo de 1904, sobre a noção de objetividade, né, diz o seguinte: a ciência social que nós queremos praticar é uma ciência da realidade. Ele reconhece também que, num outro texto, eu cito, em parte alguma, o interesse da ciência é, no longo prazo, mais intensamente posto de lado do que naquelas circunstâncias em que não se quer ver os fatos incômodos e as realidades da vida em sua dureza. Fim de citação. Muito já se escreveu sobre o papel das ciências humanas e sociais em Weber. No entanto, o conceito de ciência da realidade nem sempre foi objeto de reflexão. Antes de explorarmos o papel das ciências em seus trabalhos, das hard sciences, inclusive, né, é importante elucidar o sentido que o termo realidade assume em Weber. Cabe reconhecer que esse conceito não chega a ser problematizado nem nos seus estudos históricos, nem na sua sociologia e nem mesmo nos seus escritos teóricos. Uma crise da realidade não havia se colocado ainda no horizonte da época em que ele viveu. Essa expressão crise da realidade ela começa a povoar aí o discurso das ciências europeias, como o Mauro bem sabe, lá na final da década de 20. Né? Fleck escreveu, inclusive, um artigo com esse título. Bom, isso não estava no horizonte do Weber ainda, que estava muito mais preocupado com questões como o papel dos valores na análise histórico-social, a importância heurística dos conceitos e os limites do princípio de causalidade. Ao investigar a história do conceito de realidade, Hans Blumenberg mostrou como no Ocidente se desenvolveram 4 concepções a respeito. Realidade como evidência momentânea, realidade metafisicamente garantida, realidade como contexto e realidade como resistência. Nos textos teóricos de Weber, há uma clara predominância da noção de realidade como evidência, embora a noção de realidade como resistência, de forma alguma, esteja ausente. Para mim, a melhor definição de realidade é do escritor de ficção científica que escreveu Blade Runner. Me ajudem aí. É, isso. Dickens, é o Dick. E ele tem uma definição maravilhosa. Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away. Né? A realidade é o que resiste à minha volição, né? Que se impõe, que é a resistência, portanto. Não resta dúvida que o interesse que ele manifestou, Weber, desde jovem, pela filosofia de Kant, deixou marcas duradouras em seu pensamento. Weber, como todos sabem, era um neocantiano. E aí, no seu exemplar dos prolegômenos a toda a metafísica futura, Weber assinalou a lápis, e essa é uma foto do exemplar preservado na Academia de Ciências da Baviera, assinalou a lápis um trecho em que Kant estabelece uma relação direta entre realidade e experiência. Cito Kant, grifado por Weber. O conhecimento não pode ser um objeto da experiência. Perdão. O conhecimento não pode ser um projeto da experiência. Perdão, faltou aqui algo. O conhecimento que não pode ser um objeto da experiência, seria hiperfísico. Não é que devamos nos ocupar aqui, não é dele que devemos nos ocupar aqui, mas do conhecimento da natureza, cuja realidade pode ser confirmada pela experiência. Fim de citação.
Esta passagem de Kant, como se sabe, sintetiza o pensamento anteriormente exposto na crítica da razão pura. Entretanto, o conceito de ciência da realidade de Weber deve menos a Kant do que à tradição historicista, e, de modo especial, à teoria da história neo-kantiana. Em seu artigo de 1903, sobre Rocha, que é o que abre o volume Ensaios de Metodologia, Weber cita repetidas vezes o livro que o pai fundador da Escola Histórica de Economia Política havia publicado sobre Tucídides em 1842. Foi a tese de livre-docência de Rocha. De um ponto de vista metodológico, Rocha seguia ali as lições de Humboldt. O famoso ensaio sobre a tarefa do historiador, de Humboldt, que, segundo Weber, cito Weber, recentemente se tornou objeto de intensa discussão, teria influenciado Rocha de forma decisiva. Humboldt afirmava que uma das preocupações centrais do historiador deve ser a de estimular o senso de realidade, Sinn für die Wirklichkeit. Este postulado exerceu forte influência sobre Ranke e seu discípulo Rocha. A tal ensinamento, o pai da escola histórica de economia política, Rocha, acrescenta que o historiador deve iluminar o presente por meio do passado e dar vida ao passado por meio do seu presente. Palavras de Rocha. E Georg Simmel parece ter sido um dos primeiros a empregar o conceito de ciência da realidade. Foi com Wilhelm Windelband e Heinrich Rickert que esta noção adquiriu contornos definidos, os grandes nomes da escola neocantiana de Baden, ou do sudoeste alemão. A posição de Weber parece oscilar entre a perspectiva de Windelband e de Rickert, isso é, entre uma acepção mais abrangente e outra menos abrangente do que são as ciências da realidade. Primeiro, é preciso lembrar que, em alemão, essa noção não se distingue, ciência da realidade, da noção de ciências empíricas. Ao desenvolver sua teoria sobre os tipos ideais, no ensaio sobre objetividade, Weber pergunta: qual é a importância desses conceitos típico-ideais para uma ciência da experiência empírica como a que pretendemos praticar? Ora, em seu conhecido discurso eleitoral, de 1894, Windelband havia dito que as ciências empíricas, as Erfahrungswissenschaften, se distingue da filosofia e da matemática pelo fato de que elas buscam obter o conhecimento da realidade a que têm acesso por meio da observação. As ciências empíricas compreendem um vasto conjunto de disciplinas, e para Windelband, o que as distingue umas das outras é a sua tendência a generalizar ou a individualizar. Neste sentido, o fato de que tanto Friedrich Goethe quanto Weber empreguem o conceito de ciência empírica para caracterizar a economia política e a história, não diz muita coisa sobre o que as distingue entre si. Aprofundando a contribuição de Windelband, Rickert preferiu designar as ciências humanas como ciências culturais, Kulturwissenschaften, sendo a história o seu caso paradigmático. Enquanto ciência voltada, sobretudo, para o estudo dos fenômenos tomados em sua singularidade, e na qual as generalizações ocupam um lugar secundário do ponto de vista metodológico, a história é considerada por Rickert a ciência da realidade par excellence. Ela é, diz ele, no seu livro mais conhecido, sobre a formação de conceitos nas ciências humanas, ele chama a história de a real ciência da realidade, die eigentliche Wirklichkeitswissenschaft. O emprego intercambiável dos conceitos ciência empírica e ciência da realidade nos ensaios de Weber está, como se vê, em perfeita sintonia com a tradição kantiana e neo-kantiana. Até aqui parece que nos movemos basicamente no interior da antiga concepção de realidade enquanto evidência. Mas é importante lembrar que, para Weber, não é possível aprender a realidade diretamente como ela é. A razão para isso é que a realidade é infinitamente complexa e multifacetada. Ela é, para usar a terminologia de Weber e de Rickert, irracional. No jargão da teoria dos sistemas, Luhmann, diríamos hoje que, para Rickert, a função dos conceitos é promover a redução de complexidade do real.
Mas a complexidade não é o único traço distintivo da realidade. O pensamento histórico está sempre a enfrentar a resistência de um mundo maçante. Diz Weber. Emil Lask, o jovem filósofo que Weber considerável, o muito talentoso discípulo de Rickert, expressão de Weber, e que teve inclusive o privilégio de ler o ensaio da objetividade ainda em suas provas, formulou esse segundo conceito de realidade, o de realidade como resistência, de uma forma que, em seu patos, parece se aproximar um pouco mais da perspectiva weberiana. A brutalidade, escreveu Lask em seu livro sobre Fichte, é a lei da realidade. A lei da realidade. Que uma ciência da realidade demande senso de realidade não é uma obviedade. No início da década de 1930, ainda que com algumas diferenças substanciais, o programa weberiano seria retomado por Hans Freyer. Se as ciências sociais continuaram por muito tempo à procura da realidade, é porque o risco de perdê-la nunca está inteiramente ausente do horizonte existencial das sociedades modernas. Mas, com isso, iluminamos apenas um lado da questão. Então, o mais importante é saber como se pratica a ciência da realidade proposta por Weber. Não acreditamos que sua originalidade esteja na defesa apaixonada de uma neutralidade axiológica, e menos ainda na teoria dos tipos ideais. Mas, sim, no fato de que sua ciência da realidade é histórica em sua essência. Ele escreve, é um trecho do ensaio sobre a objetividade, que Weber sempre usa entre aspas. Queremos entender o caráter próprio da realidade da vida em que nos situamos e que nos rodeia. Por um lado, a interconexão e a relevância de seus elementos individuais, tal como eles se manifestam hoje, e, por outro lado, as razões pelas quais esses elementos se desenvolveram historicamente desta forma e não de uma outra qualquer. Vale dizer, a ciência da realidade de Weber, ela é essencialmente histórica. É só através de um olhar diacrônico sobre os fenômenos sociais que o seu entendimento pleno, é atingido. Trata-se, portanto, de identificar um aspecto específico, uma singularidade manifesta na realidade presente, e que só é possível, caso tenhamos clareza dos valores e das conexões que determinam a relevância deste problema, de tal modo que o mesmo possa ser, então, explicado numa perspectiva histórica. Basta pensar no caso da ética protestante e o espírito do capitalismo. Note-se como é dito, que o que é dito aqui não se confunde com a proposta de Weber, desenvolvida mais tarde em Economia e Sociedade. A sociologia compreensiva se baseia em premissas bem mais simples. O que eu estou dizendo aqui, o que há de mais complexo em Weber, não está em Economia e Sociedade, mas muito antes, lá no início do século, nos ensaios metodológicos. A sociologia compreensiva se baseia, como uma ciência empírica da ação, num esforço de formação de tipologias, basicamente isso. Ela é uma ciência generalizante, como o próprio Weber diz. O conceito de ciência da realidade não é sequer mencionado em Economia e Sociedade. Como quer que seja, pelo menos até 1909, nem mesmo o programa apresentado no artigo sobre a objetividade expressa claramente a metodologia empregada por Weber. Sua ciência da realidade pode ser melhor compreendida quando a vemos em ação, isto é, como a tomamos como um ponto de partida, tomamos os seus ensaios, não seus ensaios metodológicos como ponto de partida, mas os seus trabalhos empíricos. O que eu proponho é inverter. A gente entende melhor a concepção de ciência de Weber a partir dos seus trabalhos empíricos e menos pelas suas formulações nos ensaios metodológicos. Obrigado. Bom, eu vou realmente pular aqui uma passagem sobre o risco de não cumprir todo o tempo, de não fazer leitura no tempo. E, para isso, eu passo para a crítica da ciência weberiana da realidade. As 4 décadas entre 1880 e 1920 compreendem o período heróico da modernidade e das grandes conquistas das ciências europeias. Nesse sentido, é possível dizer que Weber viveu em perfeita sintonia com o espírito do seu tempo. Um de seus contemporâneos, Friedrich Meinecke, observou que Weber nunca se afastou
de uma investigação nua e sem ilusões das causas dos fenômenos sociais. Embora a crítica cultural de Nietzsche e Freud conquistasse cada vez mais adeptos, a influência desses autores sobre Weber foi bastante reduzida, se não inexistente. Desde 1909, Weber passou a criticar abertamente os neorromânticos, opondo-se a qualquer tentativa de se confundir ciência e visão de mundo. Para ele, o desencantamento gerado por um intelectualismo crescente era tão inevitável quanto o progresso triunfal do capitalismo, de tal modo que ao homem culto restaria apenas a resignação diante da ausência de sentido do mundo e da história. Os limites da teoria de Weber advêm, em grande medida, de sua teoria sobre o processo de racionalização. Ele estava convencido de que o Ocidente, e somente o Ocidente, desenvolveu uma forma de trabalho racional. Isso está, sobretudo, naquele pequeno prefácio aos ensaios reunidos de sociologia da religião. Ele estava convencido de que somente o Ocidente desenvolveu uma forma de trabalho racional, um socialismo racional, até mesmo uma música racional. Arte, direito, vida política e econômica, formas de organização burocrática, enfim, todas as esferas da vida, dariam testemunho de um impulso racionalizador contra o qual seria inútil se opor. A despeito desta teoria, formaram-se, grosso modo, duas correntes de opinião. Uma afirma que em Weber há, de fato, uma filosofia da história, ainda que ela entre pelos fundos, né, dos seus trabalhos. É recorrente em Weber o uso da palavra destino, por exemplo. Outros tendem a matizar essa ideia. Eu estou entre aqueles que acreditam que sim, né, o conceito e a noção de Weber de processo de racionalização é profundamente histórico-filosófica, né? Existe uma dimensão teleológica clara ali. Embora Weber recusasse terminantemente qualquer diálogo com a obra de Hegel, é preciso dizer. Tá? Johannes Weiss, um grande intérprete, entende que os últimos e famosos parágrafos da Ética Protestante não contêm nada que revele uma postura fatalista em relação à história. Lembrem-se daquela imagem, né, a jaula de ferro. Né? A impressão seria outra caso esse texto, a Ética, fosse submetido a uma leitura sinótica com o artigo apresentado por Weber em St. Louis, em 1904, na Exposição Universal de St. Louis. Né? Ele foi com uma grande delegação de eruditos alemães, né? E lá ele apresentou um texto do qual a tradução em português, aquele volume Ensaios de Sociologia. Né? E se nós também compararmos esse texto apresentado em St. Louis com o seu primeiro estudo sobre a Revolução Liberal na Rússia, de 1905, né, que também foi traduzido no Brasil. Pois é justamente na conclusão desses textos menores, o de St. Louis e o sobre a Rússia, que a sedução da inevitabilidade histórica se manifesta com mais clareza em Weber. A tentação do prognóstico parece constituir uma faceta da ciência da realidade que Weber jamais formulou explicitamente, mas que volta e meia se revela. Pelo menos, e aí eu cito, pelo menos na medida em que nossos fracos olhos conseguem penetrar a densa névoa do futuro da história da humanidade, diz ele, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos seguiriam a mesma tendência europeia à burocratização da política e à aristocratização das elites agrárias. Numa visão quase distópica, Weber acredita que o iluminismo, aspas, parece definitivamente fadado a empalidecer e que, expressão dele, todos os barômetros da economia prevêem o aumento das restrições à liberdade. Tomar os escritos metodológicos como um ponto de partida para a análise das investigações empíricas de Weber é uma estratégia que pode induzir ao erro, ou antes a obscurecer o fato de que nenhum pesquisador costuma ser tão fiel às suas próprias premissas metodológicas como pode parecer à primeira vista. Trata-se, enfim, como sugerimos, de subverter o caminho convencionalmente utilizado, né? Partir, então, das investigações empíricas para entender as formulações teóricas na sua ação efetiva. Com tal inversão,
de perspectiva, nos aproximamos, em última análise, do espírito da sua própria ciência da realidade. Também aqui, e aí uso a expressão de Weber, cito entre aspas, né? Nada é mais perigoso do que confundir teoria e história. Né? Somente uma filosofia da história explica por que sociedades situadas fora da Europa Ocidental são avaliadas por Weber a partir da retórica, do atraso e até mesmo da ahistoricidade. Ele fala dos riscos de uma rigidificação chinesa da vida cultural e de uma petrificação chinesa, chinesische Versteinerung, da nossa civilização. Atribui estabilidade absoluta ao sistema de castas na Índia e afirma não existir naquele país uma historiografia autóctone, coisa que Romila Thapar, em estudos recentes, já refutou totalmente. Julga que na Rússia predomina um ambiente social arcaico. Ao tomar posse como professor de economia política em Freiburg, em 1895, Weber afirma que, graças ao seu baixo padrão físico e intelectual, estou citando, o trabalhador rural polonês ganha espaço no leste da Alemanha, já que está, eu cito, preparado até para comer grama. É verdade que, com o passar do tempo, esse tom ficaria menos contundente, mas a essência do argumento se mantém. No mesmo ano em que publica a primeira parte da Ética Protestante, Weber afirma que, devido à constante introdução de trabalhadores poloneses no território alemão, cito, o avanço da civilização no leste retrocedeu completamente. Wilhelm Hennes e Peter Steinbach tentaram minimizar a proximidade de Weber com o espírito do social-darwinismo da Alemanha fin de siècle, mas seus escritos da década de 1890 falam uma linguagem suficientemente clara. Para Weber, o risco de desgermanização nas províncias alemãs orientais, eu cito, não é de forma alguma uma mera questão de nacionalidade, mas significa nosso nível cultural está sendo rebaixado ao nível de um padrão cultural mais baixo, oriental. Ele sugere que, do ponto de vista da teoria da evolução, o moderno capitalismo agrário levaria a um resultado paradoxal, pois a struggle for existence, em uma economia de livre mercado, numa economia assim, as culturas superiores é que estariam em situação de desvantagem. Os camponeses alemães não seriam capazes de concorrer com trabalhadores agrícolas dotados, cito, de estômagos diferentemente constituídos, com um custo de manutenção desproporcionalmente mais baixo dos, cito, bárbaros nômades argentinos e dos nômades poloneses. Weber esboça uma visão sombria do desenvolvimento do capitalismo agrário à medida em que aumenta a demanda por indivíduos sem cultura nas nações cultas ocidentais. Bom, eu caminho um pouco mais com esses exemplos indigestos, mas me pareceu interessante, num certo momento, comparar o caso de Weber com o caso de Franz Boas, porque também Boas se apresentou no Congresso de St. Louis em 1904. Né? Enquanto Weber vai falar da estrutura agrária alemã, fazendo uma comparação com o leste-oeste, Boas vai falar da história da antropologia. Ele tinha acabado de ajudar a criação da American Anthropologist. Né? Então, eu cito o trecho de Boas nessa mesma ocasião. Apenas há uma foto conhecida, né, do Franz Boas. Da maior importância educacional é o seu poder da antropologia para nos fazer compreender as raízes das quais surgiu a nossa civilização, para nos impressionar com o valor relativo de todas as formas de cultura e, assim, servir como teste ante uma avaliação exagerada do ponto de vista de nossa própria época, a qual estamos propensos a considerar como meta final da evolução humana, privando-nos, dessa forma, dos benefícios a serem obtidos com os ensinamentos de outras culturas e tornando mais difícil uma crítica objetiva do nosso próprio trabalho. Fiquem abertos a saber se, ao abrir mão do diálogo com a etnologia, né, que ele assume claramente no primeiro volume dos ensaios de sociologia da religião, justificando que a capacidade de trabalho humano tem limites, de fato tem, ao abandonar ou não utilizar material etnográfico, né, que ele explicitamente diz, eu não fiz isso, não tive condição de fazê-lo, Weber não fechou para si a mesma porta que havia permitido a Boas
superar a concepção elitista de cultura que predominava na burguesia culta alemã da época. As tentativas de elucidar o conceito de cultura em Weber tangenciam o que nos parece ser o aspecto decisivo da questão, a sua ambivalência. No primeiro momento, Weber emprega o conceito lógico de cultura, mantendo-se nas proximidades de Rickert, para quem, Rickert, o nosso conceito de cultura é e deve se manter formal. Trata-se de tudo aquilo que, na vida de um grupo, está imbuído de valor. Mas, como isso não diz muita coisa, é, por assim dizer, inevitável que Weber empregue, com frequência, o conceito substantivo, e não apenas formal de cultura, o qual, porém, se revela, esse conceito substantivo, restritivo e hierárquico, justamente por se estruturar a partir da categoria de valor. O uso de termos como Kulturvölker, Kulturmensch, Kulturnation, povos culturais, ser humano cultural, nação culta, sua grande narrativa desse caminho único do Ocidente, a omissão da religião popular em sua sociologia da religião, sua dificuldade em perceber a historicidade própria de determinadas sociedades, sua visão dos camponeses poloneses e argentinos como culturalmente inferiores. Tudo isso mostra que, ao longo de um período considerável de sua vida, Weber se manteve afastado de uma concepção efetivamente moderna do significado das culturas humanas em si e por si mesmas. Sua definição de cultura é um daqueles poucos casos de sua extensa obra em que, como diria Kant, se justifica o uso da expressão, e eu cito Kant, isso pode ser verdadeiro na teoria, mas não se aplica à prática. Eu vou tentar terminar nesses 10 minutos com uma rápida pincelada sobre o diálogo de Weber com as ciências naturais, ou pelo menos ciências que estão com uma geografia ali numa encruzilhada, né? Desde meados da década de 1980, né, se tem feito um trabalho gigantesco, né, de estudo da obra do Weber, quando se começou a fazer a edição crítica das obras completas, né? Isso começou em 84, não terminou ainda, já são mais de 40 volumes, né? Mas, enfim, né, esse trabalho continua, apenas não se deu, talvez, a devida atenção a essas interfaces, né, sobretudo do Weber tardio, né, com as ciências naturais. Isso só se começou a fazer recentemente. De uma forma ou de outra, é importante ter em mente que, apesar das limitações do seu conceito de cultura, Weber pode ser considerado um pluralista científico. Seu pragmatismo epistemológico e sua imensa curiosidade o afastaram, na prática, da rigidez da separação entre cultura e natureza, vamos voltar ao nosso debate de ontem, que caracterizou tanto a perspectiva hermenêutica como Dilthey, quanto dos neocantianos do sudoeste alemão, levando, por vezes, a algo próximo do anything goes, defendido por Feyerabend. Com efeito, um estudo cuidadoso mostra a que ponto Weber tende a confirmar a tese de Feyerabend de que grandes descobertas só ocorrem porque alguns pensadores decidiram não se deixar limitar por certas regras metodológicas óbvias ou porque involuntariamente as violaram. Eu estou citando Feyerabend. Como observou Andreas Anta, num outro contexto, pode dizer que, também no que diz respeito ao método, as ambivalências de Weber são evidentes. Em 1914, ele concorda com o grande físico Helmholtz que o que permite distinguir em ciência o expert do amador é a adoção de determinados métodos de trabalho. 3 anos depois, Weber declara em uma das suas últimas preleções em Munique que, cito, o método é a coisa mais estéril que existe e que, com o método apenas, nunca se criou nada. Se é certo que o ensaio sobre a objetividade, em 1904, pode ser lido como um documento de fundação da ciência weberiana da realidade, teremos de ir além, caso queiramos adquirir uma visão mais abrangente de Weber nessas suas ambivalências. Por ora, é importante sublinhar que, de maneira difusa e assistemática, ele não se negou a dialogar com as ciências da natureza. Isso foi, claro, marcado por afinidades eletivas e questões, às vezes, de natureza muito circunstancial, né? Mas, em Weber, não se antecipou, de forma nenhuma, o veto que disciplinas inteiras no campo das humanidades iriam impor
ao conceito de natureza a partir da segunda metade do século XX. Né? Quem falou sobre tudo disso nos anos 50 foi Karl Löwith. Né? Ele diz: a história da episteme ocidental é a história da gradativa eliminação do conceito de natureza no campo filosófico, né? no campo das humanidades. Acho que eu vou... tá. De fato, não faltam, sim, na sua obra, menções a grandes cientistas do seu tempo, como Karl Weierstrass, o grande matemático, Friedrich Ratzel, né, o grande geógrafo, Hermann Helmholtz, um químico do qual tem uma estátua na frente da Universidade de Berlim, e Émile de Bois-Reymond, o introdutor do pensamento darwinista na Alemanha. Aos 14 anos, nós sabemos que ele leu, né, com bastante prazer, a obra de um sujeito chamado Victor Helm, sobre a história e o significado cultural das plantas e animais domésticos. Ele fala isso em suas cartas de juventude. Não muito tempo depois, já como estudante de Direito, tentou ler os 3 volumes do Microcosmos, de Hermann Lotzer, livro que um historiador da filosofia considerou uma das obras filosóficas mais amplamente lidas da segunda metade do XIX. Eu vou pular a consideração sobre Lotzer aqui, porque realmente não vai nos faltar tempo. Mais tarde, ele variou... Eu vou pular isso aqui, desculpem. Como Rickert e Husserl, Weber foi um duro crítico do psicologismo, isto é, a pretensão de se atribuir à psicologia, no campo das humanidades, um papel semelhante ao da matemática nas ciências naturais. A doença que o acometeu, em 1897, vocês sabem que em 1903 ele pede demissão da universidade, porque não conseguia mais ministrar aulas, né? Foi diagnosticado como neurastênico, era uma designação da época, né? Provavelmente essa doença foi uma das raízes do seu interesse, mas também do seu ceticismo em relação à psicologia. É possível que a baixa eficácia terapêutica dos tratamentos a que foi submetido tenha contribuído para que ele visse com suspeita as possibilidades da psicologia na análise dos fenômenos históricos sociais. O termo mais adequado para caracterizar sua posição é, de novo, ambivalência. Na obra de Willy Helpach, e aqui é uma foto do exemplar de Weber, que está na Biblioteca Central de Heidelberg, Weber viu uma alternativa ao excessivo intuicionismo da psicanálise. No seu exemplar, esse aí da foto, de As Ciências Limítrofes da Psicologia, publicado por Helpach, quando ainda trabalhava em Heidelberg, Weber fez sinais de interrogação ao lado dos trechos em que o autor afirma que a psicologia, aspas, não é uma ciência, mas uma arte, e que o único método científico por ele empregado é da autoobservação. Então, a gente vê aí os grifos do Weber, né, na sua leitura de Helpach. Outros livros de Helpach sobre a psicologia da histeria e sobre o nervosismo na civilização são citados nos ensaios metodológicos e na ética protestante, nas notas, né? Em 1906, embora com algumas ressalvas de Weber, Helpach publica um artigo sobre patologia social como ciência na revista que Weber editava, o Arquivo para a Política Social e Ciência Social. Em 1905, ele patrocina também a publicação de Hans Gruller, né, um jovem shooting star da psicologia da época, na mesma revista. O ano de 1907 é bem interessante para a relação de Weber com a psicologia, né? Em junho, ele escreve um autodiagnóstico da sua doença para o neurologista Johannes Hoffmann. Infelizmente, pouco sabemos a respeito, pois esse documento, que chegou a ser lido por Karl Jaspers após a morte de Weber, foi provavelmente destruído pela sua esposa, Marianne Weber. Ela tinha receio, me parece, de que esse documento caísse na mão dos nazistas quando da ascensão do nazismo. Ela morreu em 1954. Né? Em 13 de setembro de 1907, Weber redige um parecer devastador sobre o artigo que o psiquiatra Otto Gross pretendia publicar na sua revista. Além de considerar o texto impublicável, ele rejeita as teorias de Freud por ver nelas a pretensão de fornecer uma visão de mundo às pessoas. Weber, né? Em 3 de novembro, Weber envia uma carta a Rickert, em que caracteriza como confuso o ensaio de Dilthey sobre a psicologia descritiva. E, ainda no mesmo ano, publica a primeira de suas réplicas ao historiador Hans Fischer, para quem o estudo sobre a ética protestante poderia ter se beneficiado de um diálogo com a psicologia. Bom,
Há também, eu poderia fazer menções aqui. Você já me mostrou o cartaz ou ainda não? Eu estou mais preocupado com o tempo que ele, viu, Marlon? Enfim, uma das coisas interessantes como é que Weber mobiliza a psicofísica, que era uma disciplina também que estava se constituindo naquele momento, e ele vai empregar muitos dos conceitos da psicofísica num estudo pouco lido no Brasil, mas traduzido, sobre a psicofísica do trabalho industrial, não é? E eu diria, uma vertente dos estudos da psicologia que é bem hard, né? Estudo de laboratório, reações físicas, diferença entre... Weber utiliza a diferença entre fadiga e cansaço, a partir da obra do Emil Kraepelin, que foi o fundador da psicofarmacologia, que hoje todo mundo conhece, que todo mundo toma Rivotril, mas Weber estava bem atento, né, ao que acontecia nesse campo. Eu vou ter que pular e vou passar para a geografia, sob pena de deixar a nossa colega da USP decepcionada, já que a gente tinha falado a respeito. Bom, o nome de Ratzel apareceu aqui um pouco antes, né? Mas apenas para... Eu vou fazer isso de uma maneira um pouco mais livre, né? Há um conceito de Ratzel, tanto na sua geografia política, quanto na antropogeografia. Estão aqui, né, as capas dos livros, né, em que Ratzel faz uma categorização entre civilização costeira e civilização interiorana. Tá? Então, ele faz uma relação direta entre a dinâmica cultural histórica de uma sociedade e seu lugar geográfico, né? Quanto mais exposto a trocas culturais, quanto mais exposto a, digamos, a interface com outras sociedades, com outras culturas, maior a dinâmica cultural, maior a dinâmica histórica. Weber incorpora isso nos seus estudos sobre a antiguidade. Primeiro, num pequeno ensaio, que tem traduzido em português, As Causas Sociais do Declínio da Civilização Antiga, e num outro volume imenso, de 1909, que se chama Relações Agrárias na Antiguidade, do qual há tradução para o francês e em inglês, né? Ou seja, em Ratzel, a gente sabe disso porque nós temos as anotações de Weber das suas preleções em Freiburg e em Heidelberg, né, sobre economia política, e lá há explicitamente mencionados os livros de Ratzel, né? Isso eu gostaria de escrever a respeito numa outra oportunidade, mas tudo a seu tempo. Bom, enfim, eu já estou sendo avisado aqui de que estourei meu tempo em 1 minuto e 39 segundos, mas só uma última curiosidade, que é o caso da entomologia, né? Weber tinha um colega na Universidade de Heidelberg, que era um entomologista importante, né, chamado Karl Escherich, né? E na biblioteca, do que sobrou da biblioteca do Weber, que está lá na Academia de Ciências, eu encontrei 2 livrinhos pequenos, né? Um chamado As Formigas e o outro chamado como é que chama aquele que come madeira? Os Cupins ou Formigas Brancas, que é o título desse livrinho aqui, né? E uma das coisas interessantes é que, para esse entomologista, um tópico óbvio de análise é das sociedades que esses seres constituem, né? E Weber leu esse volume com especial atenção, a gente sabe pelos grifos dele, né? Esse capítulo, por exemplo, o primeiro, os elementos do estado dos cupins, né? E, na mesma época, Weber estava preparando uma série de conferências, de preleções sobre sociologia do Estado, sociologia política. E mais que isso, na introdução, se vocês tiverem cuidado de ler com cuidado a introdução à economia e sociedade, vocês vão encontrar uma menção explícita a esses estudos do Escherich de entomologia. Então, ele trabalha com analogias entre sociedades animais e sociedades humanas, né? Então, vejam, embora Weber bebesse na tradição neocantiana, né, e, portanto, em princípio, num estilo, numa forma de pensar, né, que divide de maneira muito categórica natureza e cultura, né, quando você observa com mais cuidado a obra dele, né, e esses escritos que nós chamamos de menores, né, sobretudo os mais tardios, a gente vê como é que, na prática, Weber estava bastante disposto a superar essas fronteiras, algo que a geração dele não chegou a fazer
e que somente a antropologia filosófica, no final da década de 20, iria efetivamente estabelecer na Alemanha. Tá? Obrigado a todos. Bom, obrigado, Sérgio, pela sua apresentação. Eu passo imediatamente a palavra para vocês, se tiverem alguma observação ou questão para os conferencistas, para a gente otimizar ao máximo o nosso tempo.